Salut à tous, la vidéo du jour n'est pas une vidéo Wanty, pourtant on est jeudi. Non, c'est optimiser les formes du jour sur Pro Cycling Manager 2022 parce que c'est quand même encore le sujet délicat, je trouve, sur ce jeu. Je l'avais promise cette vidéo. Alors on a les pourquoi contre les pourquoi pas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, comme moi, ont envie d'optimiser les formes du jour pour arriver à mettre leurs coureurs dans les meilleures conditions. Alors certes, des fois on va arriver à des aberrations ou des choses un peu irréalistes. On va avoir Gasparotto sur Liège, Marcato sur le Tour des Flandres. On va avoir comme ça des victoires assez sensationnelles et peu réalistes. Parce que vous allez toucher votre plus 5 ou votre plus 4 au bon moment. Vous allez pouvoir peut-être faire des triplés des grands tours en une année parce qu'en fait vos pics de forme ont été vachement ajustés. Donc ok, je sais que ça peut déplaire, hein, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un beau défi que d'arriver à optimiser les formes du jour. Ici c'est notre ami Mathieu Van Der Poel sur un Tour de France assez mémorable pour moi sur la chaîne. Bon, ok. On sait que donc la forme du jour va changer énormément de choses. Vous allez avoir des bonus, notamment des bonus physiques. Et sur PCM 2022 qui privilégie les notes physiques, ça va s'avérer complètement dingo. Mais sur d'autres versions antérieures, vous allez aussi avoir du plus 5 qui peut jouer un énorme rôle. Hein, voilà. Donc je comprends très bien qu'on puisse être énervé par le plus 5 en tant qu'observateur. Mais après, il y a également une prime, je trouve, au fait d'avoir bien préparé son coureur et de se retrouver, comme ici à Roubaix, avec un joli plus 4 qui permet d'aller au bout avec un coureur auquel on ne pensait pas spontanément pour la victoire. Les formes du jour optimisées, ce n'est pas une garantie puisque le prévisionnel va être ce qu'il est et puis après vous aurez une forme du jour effective. Mais pour autant, ça reste quand même un truc super impressionnant. Vous avez plus 5, plus 4, franchement, c'est gagné. Alors après, moi j'ai pris un autre virage là depuis quelques semaines. C'est-à-dire que je continue à vouloir optimiser tout ça, je trouve ça rigolo. Mais on peut aussi gagner un -2 sur les Champs-Élysées. Mais en fait, j'ai commencé à abandonner le plus 5 puisque le jeu le permet. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis passé à plus 3 max, plus 3, moins 3 d'amplitude par rapport à la forme prévisionnelle du jour. Donc après voilà, c'est les choix de chacun, hein. On n'a pas tous les mêmes points de vue. Mais ce dont je vous propose de parler là dans cette vidéo, après cette introduction, c'est comment faire si jamais vous voulez vraiment les optimiser. C'est parti. Quelles sont les notions auxquelles il faut faire attention par rapport à ces prévisionnels de forme du jour. Vous avez le pourcentage de préparation, c'est la courbe bleue. Le pourcentage de forme, c'est la courbe verte. Et le pourcentage de fatigue, c'est la courbe rouge. Donc accessible sur n'importe quel coureur en allant dans son planning de préparation, d'entraînement. Elles sont reliées entre elles par une petite formule qui n'est pas difficile à trouver. Donc, dès que vous avez la fatigue qui est supérieure à 30, strictement, alors vous avez finalement, vous prenez la fatigue, vous divisez par 3, vous gardez le résultat, la partie entière, ça s'appelle, et vous l'enlevez au niveau de prépa, vous avez votre forme. Voilà, donc c'est facile à voir, on va voir un exemple juste avant. Et en dessous de 30 de fatigue, la forme, c'est la prépa. C'est pour ça que vous avez souvent les bleus et vertes qui se mettent l'une sur l'autre. Ici, 88 moins 4, puisque 42 moins 30 divisé par 3, ça fait 4, ça fait 84, et ainsi de suite. Donc, la forme, on l'a compris, ne dépend que de la préparation et de la fatigue. Ok ? Du coup, de quoi dépendent préparation et fatigue ? Alors, pour la fatigue, ça va dépendre de pas mal de choses. J'ai observé, hein, c'est basé sur l'observation, tout ce que je dis là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un barème de fatigue accumulé dans telle ou telle situation. Vous allez aussi avoir des récupérations en termes de fatigue quand vous faites une coupure.
Vous savez qu'on peut accéder aux coupures rouges dans l'onglet objectif du coureur. On peut décider comme ça de le reposer. Vous allez récupérer alors des points de fatigue. Après, il faut faire gaffe à un truc, c'est que il peut y avoir des différences significatives entre coureurs. Ça, c'est quelque chose qui est particulier. Vous allez avoir les mêmes plannings et pas la même fatigue à des endroits. Donc ça, c'est quelque chose d'étrange, mais ça arrive. Donc de la même manière, ici, voilà, avec Battistella, avec... on a pris également Moscone, bien évidemment. Vous allez avoir des choses qui peuvent vous surprendre par moment. Donc, moi, je n'arrive pas à tout expliquer, mais voilà, vous allez avoir des différences de fatigue, pourtant à planning égal. Bon, ça, c'est encore une zone d'ombre pour moi, ça le restera probablement. Vous allez avoir des gens aussi qui se fatiguent plus ou moins sur un grand tour. Girmay n'a pris que plus 24 sur le Giro, quand Hirt ou Vliegen ont pris 41 ou 42 respectivement. Donc ça aussi, bon, écoutez, c'est juste une remarque en passant, parce que sinon, ce que j'annonce là dans la manière dont le pourcentage de fatigue se comporte, c'est quand même 95 fois sur 100 à peu près. Hein. Ensuite, la préparation, comment on fait ? Il faut viser des objectifs, hein, et c'est ça qui va définir des zones cibles de 100 ou de 95%. Et une fois que vos zones cibles elles sont définies, vous allez avoir le jeu qui va automatiquement s'occuper de la préparation. Donc c'était la grande nouveauté sur PCM 21 par rapport à ce qu'on connaissait avant, où on pouvait nous-mêmes régler les choses. Alors donc vous allez ajouter vos objectifs, vous allez comme ça sélectionner des courses, voilà, et on va voir juste après que on peut en enchaîner plusieurs d'affilée des objectifs, mais attention si le pic de forme termine avant le dernier du lot que vous avez visé. Ça sera le petit amusement dans quelques minutes. On va s'apercevoir d'un truc que vous avez certainement réalisé vous aussi dans vos parties. Attention à la manière de mettre des zones cibles. Donc pour ça je mets lié à objectif ou pas, parce qu'à la limite, vous pouvez avoir un objectif type Tour des Flandres, et puis vous mettez dans la foulée, je dis une bêtise, Amstel. Voilà. Là, normalement, vous êtes tranquille et vous aurez les petits bonus d'objectifs, courses, si tout va bien. Donc voilà. Après, comment se constitue un pic de forme ? Je rappelle, c'est facile. 56 jours avant, vous commencez à emmagasiner des points. Il y a un barème que j'ai mis en bleu. Et souvent, le problème n'est pas tellement d'obtenir le premier pic. Hein. Le problème, c'est le tempo dans lequel vous allez obtenir le deuxième. Donc, c'est précisément ce que je vais regarder après sur quelques exemples. Mais donc, le pic de forme, ça se prévoit à l'avance. Et c'est bien joli d'avoir un pic qui convient en début de saison, mais que penser d'un deuxième pic et que penser même éventuellement d'un troisième pic de forme lié à une troisième série d'objectifs pour ceux qui le souhaitent. On verra tout à l'heure que c'est pas non plus obligatoire d'en taper 3 dans la même saison. Alors, j'ai essayé de proposer quelques exemples variés de choses qu'on peut vouloir rencontrer, des situations. J'appelais ça le modèle Nibali, le modèle Lopez, modèle Moscone, modèle Lutsenko. Donc j'ai pris Astana en tant qu'équipe testeuse pour ça. Je pense en tout cas que c'est bien d'avoir des modèles préétablis, parce que ça nous évite de devoir réfléchir à chaque fois, et vous verrez qu'avec Intermarché Wanty Gobert, ce que je ferai dès la semaine prochaine probablement, avec des modèles que je colle à une série de coureurs. Alors c'est parti, c'est toujours donc sur l'exemple d'Astana, comment se comporter depuis le départ. Alors moi par exemple, ce que j'ai voulu privilégier, toujours, bon, allez, je remets tout à zéro parce que ce qu'on me propose par le jeu n'est pas optimal.
par définition. C'est comme quand vous laissez votre adjoint faire le planning de course, ben, vous allez avoir des choses qui vont vous décevoir à des moments. Et puis après, pour le reste, il gère comme il peut, hein, mais voilà. Donc on va sélectionner. Moi, j'ai tendance toujours à décider, avant une saison, qui va sur le Giro, qui va sur le Tour, qui va sur la Vuelta. Vuelta, c'est un peu plus tard. Parce que finalement, on peut reconsidérer les choses, même si on s'y prend au mois de mai, on va dire. Moi, je le fais toujours en plein Giro. En général, je me fais une pause et je décide de ce qui se passera à la Vuelta plus tard. Mais donc voilà, on ajoute notre Giro. Par contre, ça c'est vraiment en début de saison qu'il faut avoir décidé. Pour ce qui est du Tour de France, bah, perso, c'est aussi en début de saison hein, que j'y pense. Quand je mets 8+1, c'est parce qu'en fait, j'ai tendance souvent à prendre 9 coureurs au lieu de 8. Parce qu'il peut y avoir à tout moment un blessé. Et ce serait vraiment dommageable de se retrouver avec un souci à ce niveau-là. Donc souvent, je vais en sélectionner au moins un de plus. Et il va subir une préparation analogue à ceux qui vont le faire. Et il reste remplaçant, si vous voulez. Après, ouais, souvent les Ardennaises, je les prévois vraiment dès le 1er, 2 ou 3 janvier. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, vous savez, vous avez vos courbes que j'ai montrées tout à l'heure, là, courbe de prépa, courbe de forme, qui est consécutive à un calcul entre courbe de prépa et courbe de fatigue. Vous allez avoir en fait ces courbes-là qui risquent d'être gâchées si vous faites certaines modifications, certaines éditions par la suite. Or, des fois, on veut changer un variant, on veut changer un truc. On se retrouve un petit peu dans la panade. Moi, j'aime bien garder ces courbes intactes parce que j'aime bien pouvoir les lire ensuite, pouvoir comprendre où est-ce que mon coureur s'est fatigué, s'il a pu avoir sa zone cible à 95 ou très souvent plutôt une zone cible à 100%. D'ailleurs, souvent, c'est plutôt 99. Dans le bon temps, ou de quelle manière également c'est monté, puisqu'on ne peut pas gérer cet aspect-là, en fait. Hein. La courbe de prépa, on la gère plus. Je l'ai dit, mais je le redis, parce que c'est quand même le pourquoi du comment des problèmes qu'on peut avoir. Et puis en dernier, voilà, on va commencer à prévoir comme ça quelques cibles de courses par étape. Moi, je raisonne comme ça. Donc, obligé d'étaler les choses en vertu de tout ce qui va suivre, à savoir une répartition qui correspond à ce que j'ai prévu. Comme ça qu'on va avoir un coureur. Là, vous avez peut-être aperçu que Miguel Angel Lopez, il a rien avant le Giro. Alors que Vincenzo Nibali, lui, il a des choses avant le Giro. Donc on va en parler juste après. Voilà, donc après distribution des courses, moi je commence déjà en fait la planification très très tôt dans la saison. Si j'estime que ça doit vraiment être fait si on veut compter nos jours de course en fait, c'est pour ça. Ne pas hésiter à mettre après des petites semaines rouges, des semaines de coupure, après un objectif en général, pour faire vraiment bien tomber la fatigue. Ça j'en ai parlé précédemment dans mon écran sur l'impact des coupures sur la fatigue, moins 30 à 40% de fatigue en général. Et puis voilà, donc une fois que cette répartition à la truelle de tout ce qui est prioritaire est faite, un élément très important aussi, c'est de prévoir vos stages. On rappelle que par jour de stage, il y a 2 points d'objectifs qui sont gagnés. Donc ça veut dire que si vous faites 13 jours de stage, eh bien pendant ces 13 jours, le coureur va accumuler 26 points. En revanche, donc 26 points, c'est important quand il faut arriver à 100 en 56 jours, ou parfois en un peu moins que 56 jours, ou d'ailleurs, on le verra un peu plus loin, parfois en un peu plus que 56 jours. Donc ça, c'est des petites choses un peu subtiles parfois. Donc, x2 hein, par rapport au jour de stage, ça n'a pas changé par rapport aux précédentes versions de PCM. On rappelle que un jour de course, c'est 3 points, et qu'un jour où il n'y a ni course, ni stage, ça s'appelle un jour d'entraînement.
jour d'entraînement, ça dépend du niveau de préparation auquel vous êtes. Je l'avais affiché précédemment, c'est entre 0,6 et 1,5, ça dépend de où vous êtes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce que je vais vous proposer ici, ça va être... moi je fais un classement souvent de mes gars, parce que si vous les classez pas, vous prenez la tête au moment de copier-coller les plannings. Alors moi par exemple, ici vous avez vu, j'ai décomposé en 2 sous-groupes ceux qui vont aller au Giro. D'ailleurs 3 si je veux être précis. Il y a le sous-groupe Lopez à part entière, il y a le sous-groupe Nibali, Vincenzo, Conti, Tejada et Nibali frère. Et il y a l'autre sous-groupe qui serait Dombrowski, Pronsky et Sébastien Henao. Donc ça par exemple, ils vont pas avoir les mêmes occupations avant. C'est-à-dire que là où je joue le premier pic pour Lopez, Dombrowski, Pronsky et Henao, les autres ont eu un pic avant, les 4 autres, les 2 Nibali, le Conti et Tejada. Donc on se place le 11 mars. On est 56 jours avant le début du Giro. Quel planning de course pour ces gars-là? En fait, c'est très important à ce moment-là de savoir si il s'agit du premier pic de la saison ou s'il s'agit du deuxième pic de la saison, ce qui va tout changer. Tous ceux qui ont dû avoir un premier pic avant de construire leur pic pour le Giro. Ouais, je parle chinois, je suis désolé pour ceux que ça saoule, mais on est obligé d'être un peu technique là-dedans, parce que c'est très spécial. Alors, tous ceux qui ont eu besoin d'un premier pic, je l'avance vers Tirreno, on va dire, vers Strade Bianche par rapport. Et il faut qu'ils aient pas mal de jours de course avant, parce qu'il faut qu'ils le constituent, leur pic. Sans cela, comment vous faites? Vous pouvez pas. Donc, obligé d'avoir pas mal de courses, vraiment sur même la fin janvier, surtout le mois de février, beaucoup de courses en février, et ils vont espérer comme ça toucher leur pic sur Tirreno. C'est un exemple, ça peut être Paris-Nice aussi, ça change rien. Et puis, en général, Down Under et compagnie, moi je le mets au sous-fifre en fait, aux gars sur lesquels je compte le moins dans ma saison. En fait, j'ai comme ça un petit quart de l'effectif à peu près, et ce quart de l'effectif, il va uniquement courir toutes les courses auxquelles tous les autres n'ont soit pour lesquelles ils n'ont aucun intérêt, soit pour lesquelles participer serait perturbant par rapport à la constitution des pics. Donc voilà, il y a des courses un peu parasites, si j'ose dire, et celle-ci, on va avoir tendance à... Moi je privilégie toujours les gars qui sont un peu les moins forts de l'équipe. Voilà, vous l'avez compris. Le niveau de pré-saison, c'est capital. Il faut ajuster ça. Ici, le principe est simple. Suivant l'intensité que vous mettez, vous allez chercher à retarder, avancer ou plutôt caler sur un tempo normal votre futur premier pic. Pourquoi? Parce que forcément, le coureur partant d'un niveau de prépa plus ou moins élevé va gagner plus ou moins de points dans sa constitution de futur pic en fonction de l'intensité que vous lui avez demandé. Donc c'est pour ça que c'est capital, et c'est pour ça que je le fais après le reste. Je le fais toujours avant d'envoyer le 1er janvier. Ou le 3 d'ailleurs, ça peut être des fois, voilà. Le modèle Nibali. Ça, c'est le premier modèle que je vous propose. Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il a comme ça ce premier pic de forme. Vous voyez, il est sorti à 82%, Vincenzo Nibali. C'est important ce 82, parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste que je disais juste avant. Donc, il est sorti à 82 au 2 janvier. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, vous voyez, il a 2 zones cibles importantes. C'est d'abord Tirreno, et alors j'ai avancé un peu au Strade Bianche, et également le Giro. Donc, j'ai pris une expérience, parce que tout est aussi tâtonnement, observation et erreur commise et erreur réparée. Lorenzo Rota m'a servi pour ça, Lorenzo Rota avec Intermarché Antigobert, parce que j'avais obtenu un pic le 10 mars, alors que je visais les Strade Bianche.
Donc j'ai essayé d'améliorer ce que j'avais fait à Rota. Rota, il avait aussi eu le Giro dans la foulée. Et donc, par rapport à ça, bah, vous voyez, j'ai blindé de courses. Donc, toujours le groupe, je parle de Nibali, mais en fait, c'est Nibali, Conti, Tejada et Nibali frère. Donc, ces quatre-là, ils sont alignés sur la même prépa. Comme ça peut permettre d'observer des différences, ou pas d'ailleurs. Et tant mieux, parce que s'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'on peut arriver à comprendre le phénomène. Et donc, l'idéal serait d'arriver à toucher ce pic, comment dire, suffisamment tôt pour que le deuxième pic ne soit pas trop retardé au Giro. Et donc, c'est ça qui est parfois pénible, comme agencement de saison, là. Parce que des fois, on n'arrive pas à tomber au bon moment, et voilà. Donc, ce que je pense à ce moment-là, c'est que il faut faire gaffe à ce que vous n'ayez pas trop de perte de niveau de préparation après votre repos consécutif au premier pic. J'espère que je suis clair. Et je pense ensuite que si vous mettez 10 jours de course et 7 jours de stage, voilà, pour moi, c'est ça à peu près c'est l'ordre de grandeur auquel il faut se tenir et adapter les choses aux alentours du 15 mars, voilà, comme je le mets ici, mais ordre de grandeur, 10 jours et 10 jours de course, 7 jours de stage. Normalement, vous allez récupérer un pic. Alors, évidemment, ça va pas être facile à prévoir, j'en parle juste après, mais grosso modo, ça fonctionne. Après, modèle beaucoup plus simple, mais hyper simple celui-là. On ne demande rien d'autre qu'un premier pic à Miguel Angel Lopez sur le Giro. Donc là, ce que j'avais fait moi par exemple avec Pozzo Vivo et avec Jan Hirt dans la partie avec Wanty. Donc à ce moment-là, très facile. Le travail ne commence pas avant le 11 mars. Ça veut dire que tout ce qui est avant ne compte pas, en fait, dans sa préparation. Par contre, attention, il suffit de mettre 15 jours de course, mais pas davantage. Si vous mettez trop de jours de course, votre pic, il va être comme celui de Pozzo Vivo à l'époque. Il va arriver le 30 avril. 30 avril, vous perdez une semaine de pic pour rien, en fait. Parce que finalement, le Giro, c'est qu'une semaine plus tard. Donc, c'est à ça qu'il faut faire gaffe, en fait. Voilà, moi, j'ai essayé de faire 15 jours de course plus 7 jours de stage. Mais du coup, ça fait 105 points. Et obligé, à ce moment-là, dans les prévisions, de retirer le Tour des Alpes pour pouvoir décaler ce pic. Parce que, voilà, on lui met une petite flèche wallonne, après tout. Il y a le mur de 8, histoire de se dégourdir les jambes. Mais, blague à part, voilà, peut-être plutôt 10 jours de course ou 11 jours de course, plus un peu de stage quand même, parce qu'on va avoir du bonus en fin de Giro. Moi, je fais toujours les stages souvent sur les épreuves de montagne de 3e semaine. Et vous verrez que Lopez, je spoil, ça va tomber juste. Ça va être pas mal. Nibali, je suis plus mitigé sur le sujet. Ensuite, modèle Moscona. Pourquoi celui-là est très important de modèle? Parce que c'est celui qu'on va avoir pour tous nos Flandriens, pour tous nos mecs qu'on emmène sur Classique et Tour de France. Donc ça, c'est vraiment super fondamental. Je vais me fier à ce que j'ai fait avec Adrien Petit, avec Wanty, parce que Adrien Petit, c'était relativement propre. GPE 3, objectif 1 et objectif 2, ce sera le Tour de France. Et donc, Girmay peut aussi être un élément de comparaison si on n'enchaîne pas avec le Giro. Donc juste pour le premier pic, prenez Girmay, il a obtenu finalement avec 23 jours de course, il a eu un premier pic le 14, c'est-à-dire 5 jours avant Milan-San Remo. Mais ça, c'est 4 jours de perdu en fait, au minimum. Donc ne pas surcharger le Flandrien, ou en tout cas le coureur de classique, me paraît être l'idée forte. Ne pas le surcharger trop. Finalement, Strade Bianche, le gars va quand même sur Tirreno, c'est un grand coureur au sein de l'équipe, donc on peut pas non plus le zapper, mais on n'est pas loin de se dire, par exemple, je le mets pas sur les 3 jours de Bruges-la-Panne.
Enfin, sur Bruges-la-Panne, du coup, maintenant. Je le mets pas sur deux, trois petites épreuves. Vous avez vu, là, je l'ai aligné sur Milano-Torino. À la limite, le gars, on le met pas à Milano-Torino. Si on veut pas que ce pic soit trop avancé. Ou alors, on fait un choix radical. On met pas le GPE3 comme premier objectif. On met plutôt le Tour des Flandres. Et on va comme ça reculer le pic. Hein, donc c'est vraiment que de l'ajustement, tout ça. Vous voyez, il a 22 jours de course avant le 3. Ce que je vous disais, je pense que l'idéal, c'est... La préparation est pas mauvaise, hein, comme ça, mais on peut encore faire un tout petit peu mieux si on enlève 2-3 jours de course. En tout, à ce moment-là, on va retarder un peu le pic, parce qu'honnêtement, Tour des Flandres, quand même plus important pour un coureur comme celui-là, même si GPE3, c'est une immense course, on est très content de la disputer, etc., mais... Voilà, hein, donc je pense qu'il y a comme ça des petits retards qu'on peut instaurer en fonction de nos priorités. Vous avez vu par exemple le Tour UAE, j'ai aligné très peu de coureurs majeurs. C'était un choix, très peu de coureurs majeurs par rapport à ceux qui vont sur le Giro. Plutôt dissocier les choses. On a Miguel Angel Lopez qui va aller sur Paris-Nice quasiment en caleçon, quoi. Hein. Je dirais, le gars est pas préparé. C'est pas grave. C'est fait pour. C'est fait exprès. Donc après, que dire? Bah que quand on constitue la suite de notre saison pour quelqu'un comme Moscon, bah, y a le Tour de France. Donc, que faire? Alors moi là, j'ai privilégié 13 jours de stage et 11 jours de course. Ça, si vous avez avec votre début de pic aux environs du 7 mai, votre début de formation du deuxième pic, si vous mettez 11 jours de course, 13 jours de stage, je pense qu'on est vraiment sur les bases d'un pic très 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 bien ajusté, sauf blessure, sauf ceci, cela. Donc ça c'est normalement ce en quoi je crois par rapport à cet enchaînement classique Tour de France. Et quatrième modèle auquel je me suis intéressé, bah, c'est celui qui va vouloir aller taper plutôt les Ardennaises. Et donc, pour cela, je vais prévoir un pic, on va dire, vers le milieu du Tour du Pays Basque. Pourquoi? Parce que si on a notre pic aux alentours, allez, je schématise, du 5 avril à peu près, vous avez une chance pour que le pic soit encore valable à Liège-Bastogne-Liège. Donc, ça paraît souhaitable pour un coureur qui vise cette zone-là du calendrier. 15 jours de course, ça fait donc 45 points. Pourquoi je mets x 1,3 pour les 41 autres jours? Parce que c'est une moyenne pondérée entre 1,2 et 1,5. Voilà. Sachant qu'il y a un petit peu plus de 1,2, puisque le mec passe à 1,5, c'est-à-dire à plus de 95% de niveau de prépa, tardivement par rapport à son pic de forme. Et ensuite, pour ce qui est de reproduire le pic, mais cette fois-ci pour le Tour, donc on est de nouveau sur un enchaînement classique, ouais, sauf qu'on est sur l'enchaînement Ardennaise Tour de France. Là, je pense que voilà, 10 jours de course et 13 jours de stage vont être bons parce que vous aurez un peu plus de jours à plus de 95% que dans le modèle Moscon précédent. Après, il y aura toujours voilà, des zones d'ombre et notamment, à quel moment vous devez placer vos coupures. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de délicat parce que vous allez avoir des mecs qui vont se reposer sans coupure et d'autres qui vont aborder un Tour de France, par exemple, avec un haut niveau de fatigue. Là, avec mes calculs, normalement, Lutsenko, il va démarrer, il sera à 99% de préparation et à 20% de fatigue. 20% de fatigue, ça va. Si on pouvait avoir moins, ce serait génial. Mais est-ce qu'on aurait 99% de prépa? Voilà, vous avez compris le problème. Après, vous remplissez tous vos autres coureurs et vous êtes prêts pour une saison tranquillou. Mais, donc j'insiste sur ce dilemme, en fait, qu'on va avoir. C'est toujours à quel niveau de prépa j'amène mon coureur
versus, ouais, mais quel va être son pourcentage de fatigue. Voilà, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Vous allez avoir, là, comme le modèle précédent, vous arrivez à 99, oui, mais vous avez déjà 20 de fatigue. Ce qui veut dire que dans pas très longtemps, il va commencer à perdre un petit point, puis un deuxième point, etc. En gros, vous vous retrouvez en 3e semaine, le gars, il va avoir une 50aine de points de fatigue, ce qui veut dire que déjà, il a, c'est facile, 50 moins 30, ça fait 20, divisé par 3. Allez, dans le meilleur des cas, il vous reste 6 points en moins déjà. C'est-à-dire que vous aviez un niveau à 99, vous avez terminé à 93 ou 92. Bon, tant que c'est ça, ça va. Mais si vous avez démarré à 95, vous allez vous retrouver à la fin du grand tour, vous serez à 88, 87 peut-être. Donc, voilà, ça c'est vraiment délicat. Donc, à quel niveau on amène nos coureurs avant un grand tour? Moi je dis, faites vos comptes, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça reste le problème le plus important en fait. C'est que comme on ne peut pas gérer la préparation, et on en revient toujours à ça, avant on pouvait gérer la courbe de préparation, vous le savez tous, là on peut pas, super quoi, super. Du coup on maîtrise pas les choses en fait. Avant, je pouvais vous garantir un pic au jour près, je l'ai fait dans des vidéos, et maintenant, non, on peut pas garantir un pic de forme, c'est impossible. On peut le définir dans une zone donnée, mais on ne peut pas le définir au jour près. Alors voilà, c'était une volonté des créateurs du jeu. Et donc, il faut s'y adapter. La Vuelta, ouais, je m'occupe toujours de ça au courant du mois de mai. Donc, mais c'est pas vraiment un problème parce que on va avoir soit des types qui doublent le Tour de France Vuelta, auquel cas ils auront leur pic en 2e semaine, 3e semaine, soit des gars qui viennent du Giro, auquel cas vous allez pouvoir vous faire un petit bijou de pic de forme sur la Vuelta et il n'y aura aucune hésitation. Moi ici j'ai choisi que Nibali, Lopez et Lutsenko aillent sur la Vuelta dans cette partie-là. Bon voilà, c'était... mais je remontrerai des images de cette constitution de pic. Alors, est-ce que ça a marché, tout ce que j'ai dit là? Parce que le mot d'ordre c'est tâtonnement, erreur, essai, tentative... côté empirique, etc. En fait, pour Nibali, je ne sais pas si vous en êtes douté ou pas en voyant mon planning, mais non, le pic est arrivé trop tard. Moins tard que Rota, mais trop tard quand même. Et du coup, déclenchement du pic, à peu près, sur le Giro, ce sera après les 9 premières étapes. Voilà, c'est comme ça. Donc là-dessus, c'est un échec, pour moi. Mais ça me donne quoi comme idée, c'est qu'en fait, franchement, ce pic-là, premier pic sur Tirreno, mettons, pour un gars qui veut aller sur le Giro, c'est trop rapproché. Il faut viser UAE, comme je l'ai fait dans d'autres parties, etc. Et l'idéal, si vous voulez vraiment vous sécuriser votre Giro, c'est vous mettez rien comme objectif avant. Lopez, il aura son pic pile avant l'étape 3 ou 4 du Giro. Il va durer tout le Giro, le gars sera sous pic tout le Giro, et là vous avez des conditions exceptionnelles. Vous êtes sur une saison du coup à 2 pics de forme, de type Giro Vuelta. Ce sont des montages qui sont beaucoup plus faciles à faire en général. Mais par contre, votre gars il va être bon vraiment sur le Giro, et après sur la Vuelta, si on merde pas trop, on aura là encore quelque chose de très satisfaisant. Donc vraiment privilégier ce modèle Lopez au modèle Nibali si c'est le Giro auquel on tient. Après pour Moscone, il m'est arrivé un truc dingo. Le premier pic a été trop avancé, ce qui fait que la préparation du deuxième, normalement on se dit le deuxième Tour de France. Comment ça, le 13 avril, c'est pas possible? Si, puisque je lui ai mis la totale au niveau des objectifs. Donc forcément, au moment où il a terminé son pic, aux alentours du 12, je crois, il a eu son pic, la fin de pic le 12 avril, qu'est-ce qui se passe? Il reste encore des objectifs. Il restait encore Paris-Roubaix, il restait Flèche Wallonne, il restait Liège. Donc, le mec refait un pic.
c'est logique, hein. S'il reste des objectifs dans votre série d'objectifs, là vous pouvez être sûr que le gars va commencer son travail pour un pic suivant. Donc voilà, c'était mon erreur. Après, est-ce qu'elle est rattrapable? Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'elle est rattrapable. Il va suffire d'appauvrir en termes de jours de course la deuxième partie de saison du coureur. C'est-à-dire que par exemple, donc il va pas sur le Giro lui, hein, bien sûr, mais par exemple, donc ici on voit il fallait supprimer quelques jours de course. Hein, voilà, il fallait en choisir 2-3, on les supprime et tout de suite ça passe nettement mieux. Et puis du coup on se met pas Liège comme objectif, etc. Vous voyez, il faut faire attention quand même à la juxtaposition d'objectifs qui peut s'avérer un peu délicate. Moscone est tranquille ici. Il a un stage de 13 jours et après il y a environ une dizaine de jours de course. Bon, entre championnat national et Tour de Suisse. Bah c'est simple, hein, il va falloir modifier un peu le calendrier, peut-être prendre plutôt un Tour ZLM, ou alors je sais pas, ouais, n'importe quoi qui dure 3-4 jours, Slovénie, peu importe. Et virer la Suisse, en fait, il ira pas en Suisse pour rattraper cette erreur, lui mettre une coupure après Liège. Vous voyez, il va falloir l'ajuster. Ajuster pour retarder, c'est-à-dire tout faire pour freiner des deux pieds. Et c'est délicat. Hein. Moi, le problème, je l'ai rencontré aussi avec Van der Horn dans ma partie avec Monty. Hein. Le même. Hein. Ça m'avait pas suffi. Hein. On peut reproduire les erreurs parfois. Alors par contre, il y a un petit bijou de prépa. C'est le modèle Lutsenko. Modèle Lutsenko, peinard. Il a eu son pic là où je voulais. Et il aura la suite. Donc je vous laisse voir. Mais ça, c'était nickel. Ardennaise, ça passait crème. Voilà, vidéo peu évidente à préparer, à présenter. Je suis un peu malade, je suis désolé pour la voix. Et ça en appelle peut-être une deuxième. Hein. Moi, je peux faire une suite à cela. Mais une suite sur laquelle, par contre, vous m'aurez signalé un certain nombre de points sur lesquels je peux compléter, essayer d'enrichir le propos, détailler, répondre à des questions. Voilà, ça je peux faire. Et sinon, j'estime que on a fait le tour. Il faut utiliser des modèles. Point barre. Bye bye.